Heureux de vous retrouver chaque dimanche et mardi sur votre émission Free Speech et la parole libre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ils sont majoritaires parmi les enseignants qui encadrent nos apprenants dans les écoles, collèges et lycées, mais demeurent les plus marginalisés, dit-il, dans leur corporation, dans le système éducatif en général. Les AME continuent de lancer chaque année des appels aux autorités afin d'avoir une meilleure condition de vie et de travail. À l'orée de cette rentrée scolaire encore, ces responsables au sein de la FENACEPIB, entendez, Fédération nationale du collectif des enseignants préinsérés du Bénin, ne veulent pas rester les bras croisés. Notre émission Free Speech reçoit l'un des responsables qui est venu nous expliquer un peu la situation des AME aujourd'hui au Bénin. Il s'appelle Amou Gadegbe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire aux négociations à la FENACEPIB, c'est bien ça? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, comment se porte aujourd'hui la maison FENACEPIB? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux dire que la maison FENACEPIB se porte très bien, même si de loin, on peut avoir l'impression que ça qu'il y a un silence. Qu'il y a un silence, mais c'est un silence qui s'explique. À des moments donnés, il faut, quand vous avez pris tout le temps pour mener des actions, pour mouiller le maillot, il faut prendre le temps de faire l'évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de définir les stratégies, de nouvelles stratégies pour essayer de voir comment les choses qui n'ont pas marché là peuvent désormais marcher correctement comme cela se doit pour le bonheur de la corporation, pour le bonheur de tous les aspirants notamment. Oui. Alors, chaque année, c'est pratiquement désormais une tradition. Hein. À l'orée de la rentrée scolaire, vous sortez, vous faites des sorties médiatiques pour chaque fois inviter le gouvernement à revoir votre situation. Plusieurs téléspectateurs se demandent en réalité, qui sont ces AME en réalité? Les AME, ça veut dire quoi concrètement? D'où est partie cette réforme-là? Ok, je peux dire que à l'arrivée du gouvernement de la rupture, ils ont mis fin à l'ancien système de vacation. Qu'est-ce que j'entends par vacation? Avant, dans le système, vous pouvez déposer des dossiers au niveau des collèges et lycées, et c'est les censeurs qui se chargeaient d'attribuer les chefs d'établissement en collaboration avec les censeurs qui distribuent des heures de vacation. Et puis un enseignant, presque tous les enseignants peuvent se retrouver dans 2, 3, 4 établissements à la fois. Donc à l'avènement du gouvernement de la rupture, ils se sont dit, mais ce système ne permet pas à un enseignant qui parcourt plusieurs collèges d'être efficace. De donner le meilleur de lui-même. Voilà, donc ils ont imaginé un système de sédentarisation qu'ils ont dénommé système de préinsertion. Et c'est ce système de préinsertion qui a donné la dénomination de aspirant au métier de l'enseignant à AME. Donc, comment est venu les AME? Il faut dire que pour mettre fin au système de vacation, on a procédé à des tests. Le gouvernement de la rupture a procédé à des tests et à l'issue de ces tests-là, c'est ceux qui sont qualifiés qui sont retenus. Donc, un peu comme un concours. C'est des tests aux allures de concours parce que nous connaissons un peu comment les concours s'organisent dans notre pays. C'est les matières de spécialité. On fait composer les candidats dans les matières de spécialité. Ça s'arrête là. Mais pour cette fois-ci, on a évalué tout le monde au niveau du français, donc culture générale. La culture générale. Donc, après la culture générale, maintenant, place à la matière de spécialité. Et c'est à la suite de ces deux compositions que les délibérations ont été faites, que les gens ont été déclarés admis. Et tous ceux qui sont déclarés admis sont regroupés ou bien se retrouvent
dans une base de données. C'est le gouvernement qui a pris cette option d'avoir une base de données bien fournie. Et c'est dans cette base de données, désormais, que le ministère pioche pour envoyer les enseignants au niveau des différents collèges et lycées du Bénin, y compris aussi le primaire. Le primaire. Donc, le système d'Aspirana est venu pour mettre définitivement fin au à la système vacation. de vacation. Cette réforme a quand même permis aujourd'hui à ces enseignants-là de se retrouver dans un seul collège, par exemple, et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça va au profit, n'est-ce pas, des apprenants également. Je peux dire que sur le papier, tel que c'était conçu, tout le monde espérait que cela allait quand même donner de bons résultats, que cela allait contenter tout le monde, les parents d'élèves, y compris les enseignants, ceux qui dispensent les cours pour les apprenants. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? De l'avènement de ce système, on a constaté que, bon, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Justement, parlant de promesses, quelles sont les promesses qui ont été faites à l'avènement de cette réforme-là? Ok, à l'avènement de cette réforme, on nous a dit, tous ceux qui seront déployés, qui seront envoyés dans les différents collèges et lycées du Bénin, après 2 ans dans ce système d'Aspirana, ils seront définitivement insérés. C'est-à-dire, au départ, c'était une préinsertion. Au départ, le système même est conçu pour être un système de préinsertion. Donc, quand vous totalisez un certain nombre d'années dans ce système-là, vous devriez normalement être rentrer inséré, dans la catégorie des contractuels d'État. Aujourd'hui, c'est on les appelle les agents contractuels de droit public de l'État, anciens ACE, et puis les fonctionnaires d'État, anciens APE. Donc, c'est quand même en espérant devenir désormais ACDPE ou FE que tout le monde s'est dit, ah, pourquoi ne pas expérimenter ce système-là? Pourquoi ne pas accepter le contrat tel que libellé par le gouvernement? Donc, c'est en espérant que le système allait s'améliorer que tout le monde est rentré dedans pour dire. On ne peut pas refuser. C'est après avoir expérimenté quelque chose que vous pouvez voir les limites et essayer de corriger. Donc, on a commencé la première année, on a terminé. Je vous rappelle que nous sommes soumis à un contrat de 9 mois sur 12. Oui, parlant des conditions de vie et de travail, on va revenir. De 9 mois sur 12. On a fait la première année, on a fait la deuxième année, c'est toujours le même contrat, il n'y a plus d'amélioration. Nous sommes à la 3e année maintenant et c'est toujours la même chose, pour ne pas dire que les conditions se sont même empirées. Empirées, c'est-à-dire au-delà des 2 ans, vous venez de boucler 3 ans sans avoir les résultats de ces promesses qui ont été tenues entre-temps par le gouvernement. Jusqu'à présent, tout est resté à l'étape de promesses. Rien n'a bougé concrètement, ou bien ce qui a bougé dans le sens négatif, c'est que au départ, on a commencé par exécuter 20 heures, 22 heures. Et justement, vous parlez beaucoup plus des conditions de vie et de travail qui ne sont pas vraiment reluisantes. En réalité, quelles sont ces conditions de travail-là que vous dénoncez? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux vous dire qu'un enseignant, pour qu'il soit efficace dans une classe, il faut beaucoup de conditions. Il ne faudrait pas avoir une classe pléthorique, à effectif pléthorique. Il faudrait que le cadre soit attrayant. Il faut que la rémunération de l'enseignant aussi soit de qualité. Là, il pourra donner le meilleur de lui-même. Mais nous avons constaté qu'avec le système d'Aspirana, nous sommes soumis à un contrat d'abord de 9 mois sur 12, je l'ai déjà dit, et dans le quota horaire, ça dépasse tout entendement. Comment ça? Je peux vous dire que quand vous qualifiez quelqu'un d'aspirant, vous-même, quand vous qualifiez quelqu'un d'aspirant, c'est que la personne n'a pas encore rempli toutes les conditions pour exercer correctement le métier, même si
c'est une appellation péjorative parce que nous sommes détenteurs des diplômes académiques et des diplômes professionnels pour exercer ce métier-là. Mais voilà quelqu'un que vous jugez apprenti et vous le surchargez. On a commencé par exécuter 20 heures, 22 heures. On a crié sur tous les toits, on a fait des plaidoyers au niveau des différents ministères. Nous sommes partis voir le Conseil national de l'éducation pour dire, tel que c'est parti, on n'aura pas les résultats escomptés à la fin. Il faut commencer par diminuer d'abord le quota horaire. C'est-à-dire, quand vous étiez à 20h, 22h? Quand on était à 20h, 22h, on demandait d'abord de diminuer pour permettre quand même aux enseignants d'être efficaces et d'arrimer le quota horaire au quota horaire des ACDPE, des FE, parce que nous faisons le même travail. C'est-à-dire 16h, voire 18h. 18h au plus. Là, on saura que il s'agit de la même corporation. Pourquoi cette discrimination où certains vont exécuter 16h, 18h et d'autres 20h, 22h? Mais on nous a dit, c'est toujours à l'épreuve de l'expérimentation de cette réforme-là qui pourront voir dans quelle mesure on peut corriger les choses. Mais déjà à partir de la deuxième année, le quota horaire a quitté 20h, 22h pour grimper jusqu'à atteindre 30h. Et on a appelé ça l'avènement des 30 heures. Donc cela voudra dire qu'un aspirant à l'époque peut exercer jusqu'à 30 heures. 30 heures. On était vent debout contre cette façon de faire. On a parcouru monts et vallées, on a été au niveau de tous les ministères, on a rencontré tout le monde. Les diverses autorités. Nous sommes même chapeautés par nos aînés syndicalistes. Et pas fini, on a été reçus même par le chef de l'État, son excellence M. Patrice Talon, pour essayer de trouver une porte de sortie. À la sortie de cette audience, les aspirants espéraient quand même que les choses allaient quand même s'améliorer et qu'on allait réduire, ne serait-ce que le quota horaire. Réduire considérablement ce quota horaire-là. Mais quand on est sorti de cette audience, le chef d'État a mis sur pied un comité chapeauté par le ministre d'État, M. Abdoulaye Bior Tchane, pour réfléchir sur comment réduire ce quota horaire-là pour permettre quand même aux aspirants, aux enseignants d'être efficaces. Mais de négociation en négociation, on a constaté sur le terrain que la diminution n'était pas du tout effective. Parce qu'on a dit non, on a diminué, mais nous continuons toujours d'exécuter 26 heures, 28 heures, voire 30 heures. Parce que vous convenez avec moi qu'on ne peut pas aller, selon les matières, on ne peut pas exécuter 26 heures, 28 heures. Donc, il y a des professeurs qui se sont retrouvés pour que le quota horaire soit conforme à la volonté quand même des autorités. Il y a certains collègues qui se sont retrouvés même au-delà de 30 heures, de 28 heures. Mais comment comprendre qu'un aspirant puisse exécuter 30 heures, 28 heures, 26 heures et être efficace? Je dis un enseignant. Parce que quand c'est venu dispenser les cours devant les apprenants que nous voyons. Mais je vous rappelle qu'il y a toute une préparation derrière. Pour venir exécuter, je peux vous dire, sans me tromper, que pour venir exécuter un cours de 2 heures, vous avez besoin minimum de 3 heures à la maison pour vous documenter, pour vous renseigner, pour quand même préparer une fiche correctement, comme cela se doit venir dispenser un cours de 2 heures. Vous avez besoin minimum de 3 heures. Donc, vous voyez le travail qui est fait en amont. Ajoutez maintenant aux 26 heures, 28 heures, 30 heures, ça fait trop. Ça fait trop. Les gens vont s'époumoner pour rien, mais les résultats ne seront pas au rendez-vous. Mais c'est ce qu'on a constaté. Il n'y a pas eu de diminution de façon significative. On est resté dans la fourchette de 26 heures, voire 30 heures, voire plus. Et cela a amené les enseignants préinsérés, AME, à enclencher quand même des mouvements de protestation pour dire trop c'est trop, essayez quand même de voir. Parce que les sachants, les spécialistes de la matière, il faut les inviter et leur poser la question de savoir
Si un enseignant peut exécuter 30 heures, 28 heures, 26 heures et être efficace, toute la question se pose à ce niveau-là. L'efficacité ne pourra pas être au rendez-vous. La performance ne sera pas au rendez-vous non plus. Maintenant, quelle est la qualité de l'offre de l'enseignement qu'on veut quand même offrir à nos apprenants? Quelle est la qualité? Si on doit faire exécuter 30 heures pour ceux qui sont quand même majoritaires, nous avoisinons 90% du corps enseignant au Bénin, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Mais si ceux qui sont majoritaires sont assujettis à ce genre de traitement-là, qu'est-ce que nous voulons pour notre système éducatif? Est-ce que c'est de l'efficacité, c'est de la performance, c'est de l'excellence? Qu'est-ce que nous voulons? Tout à l'heure, tout à fait. Nous allons revenir sur le mouvement que vous avez déclenché tout à l'heure. Vous avez évoqué ça. Ça a été une période sombre au sein de cette corporation. Mais bien avant, vous parlez de votre condition de vie, notamment les 9 mois de rémunération. Mais là, la question qui se pose, que les Béninois n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est vous-même qui aviez signé un contrat de 9 mois. Pourquoi encore revendiquer au-delà de 9 mois alors que vous avez apposé votre signature sur un contrat de 9 mois? Ok. Je peux vous dire que, sans me tromper, que nous sommes conscients du fait que nous avons signé un contrat de 9 mois. D'octobre en juillet. Sur 12. Mais c'est en espérant mieux, c'est en espérant plus. Parce que je vous rappelle qu'au départ, on nous a dit qu'après 2 ans d'expérimentation de ce système-là, que nous allons quitter le statut d'aspirant pour devenir agent contractuel, carrément. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Mais 9 mois sur 12, nous sommes en train de parler quand même de l'éducation, de l'enseignement, qui devrait être érigé au rang de la première priorité pour toute nation. Quand vous avez les filles et fils d'un pays qui sont mal formés, ça veut dire que c'est le pays qui court à sa pète. Nous sommes tous conscients de ça. Donc, compte tenu de la sensibilité de ce secteur-là, on s'est dit, ce ne serait pas bien quand même de continuer à faire émerger 9 mois sur 12. Mais on a dit, on a déjà exécuté une fois 9 mois. On a expérimenté 9 mois sur 12. Première année. Deuxième année, 9 mois sur 12. Mais je vais vous poser, bon, c'est vous qui posez des questions. Tout à fait. Mais j'aimerais vous faire une question. Voilà une corporation dans laquelle ceux qui sont majoritaires, qui avoisinent 90%, on leur fait signer quand même un contrat de 9 mois sur 12. Ils sont laissés à la maison, à eux-mêmes, dans la galère totale, dans la misère qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire les 3 mois de vacances. Ils ploient sous le poids des dettes colossales. Vous les laissez comme ça, et à la rentrée, paf, vous les appelez pour leur dire, allez-y prendre les classes, allez devant les apprenants et donnez le meilleur de vous-même. Pour quelle motivation? Pour quelle performance? Pour quel rendement? Est-ce que ceux qui ont vécu 3 mois de galère, contrairement à l'autre catégorie, peuvent-ils venir se présenter devant les apprenants franchement et donner le meilleur d'eux-mêmes? Chacun de nous pourra essayer de répondre à cette question-là. Et si on doit être honnête et sincère, il faut répondre par non. Ils ne pourront pas. Il y a un adage fond qui dit, on ne peut pas tuer quelqu'un et lui enlever 2 cœurs. Nous n'avons qu'un seul cœur. Si vous tuez quelqu'un, vous ne pouvez que lui enlever un seul cœur. Et on dit aussi que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, compte tenu de la sensibilité du secteur, compte tenu de l'excellence qui est érigée en priorité pour le chef de l'État, la performance, l'excellence, nous nous sommes dit, nous voulons rester conformes à la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous disons 9 mois sur 12, ça ne marche pas. Essayez
de ramener le contrat à 12 sur 12 avec les avantages y afférents. On peut parler de ces avantages-là après. Donc, c'est pour le bien du système éducatif béninois que nous disons. Ceux qui font 90% de l'effectif du système total, là, on ne peut pas quand même se permettre de les laisser à ce triste sort-là. Justement, et c'est ce pourquoi vous avez lancé l'année passée un mouvement de débrayage. Ça a commencé timidement avec des banderoles rouges au départ et finalement, ça a été un mouvement général. Mais bien avant, la question que les Béninois aussi se posaient à l'époque, comment se fait-il que vous avez accepté de démarrer la rentrée déjà en septembre, fin septembre, le 20 septembre précisément, et vous attendez démarrer la rentrée, c'est presque en décembre que vous vous soulevez contre les autorités pour réclamer les meilleures conditions de vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez pris une décision aussi tardive pour faire entendre votre voix? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce pays-là nous appartient à nous tous. S'il faut faire des sacrifices, nous allons consentir ces sacrifices-là ensemble. Vous voulez dire quoi par là? C'est pour dire que nous prêtons toujours la bonne foi à nos dirigeants pour dire, avec toutes les négociations qu'on a eu à faire, avec tout le travail de plaidoyer, de lobbying qu'on a eu à faire, chapeauté par nos aînés syndicalistes, on s'est dit de ne pas trop tirer sur la corde, quand même de prêter cette bonne foi-là à nos autorités et de commencer les classes. Et c'est dans l'expectation que, avec le temps, les autorités vont revenir de meilleurs sentiments et essayer quand même de nous donner de meilleures conditions de vie et de travail. Donc c'est pourquoi vous allez constater ce décalage-là. On n'a pas voulu, c'est un choix délibéré, de ne pas commencer la rentrée avec des mouvements. On a dit, commençons d'abord et nous allons juger nos autorités qui dirigent le pays et qui sont en charge du système éducatif là. Nous allons les juger au mot, sur leurs paroles et sur les engagements qu'ils ont pris. Donc, de commun accord, après nos assises statutaires, on a dit, commençons la rentrée et espérons de nos autorités qu'elles essayent quand même de revoir la situation. Mais avec les échos qui nous parviennent, qui nous reviennent, on a compris que si on ne se lève pas, que les choses ne vont pas s'améliorer. C'est de là que nous avons commencé tout d'abord par un mouvement d'alerte dénommé bandeau rouge. Vous portez banderole rouge pour venir à l'école, vous exécutez, vous allez dans vos classes normalement. C'était pour donner quand même un signal à nos autorités pour dire revenez quand même sur vos promesses. Revenez sur vos promesses, parce que c'est eux-mêmes qui nous ont promis ça. Revenez quand même sur vos promesses. Avec ce mouvement d'alerte, on a constaté que nos autorités sont restées vraiment imperméables. Silencieuses. Silencieuses à ce cri, à ce mouvement d'alerte. Et on s'est encore réunis et on a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément laisser tomber la craie pour faire entendre raison à nos autorités? C'était un choix délibéré. C'est ce qui nous a poussé à aller loin pour dire, chères autorités, les AME, ils en ont marre. Ils veulent déposer quand même les craies, histoire de les appeler pour leur dire, mes enfants, je vous ai entendu, je vous ai compris, mais attendez-nous un peu pour voir. C'est ce que nous, on espérait. Mais l'autorité est allée de main très très forte
On a constaté que un mouvement que vous avez lancé pour 112 heures, pratiquement 48 heures après, vous avez rappelé les troupes à l'ordre pour dire, voilà, nous suspendons le mouvement, commencez l'école. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps précis? Est-ce que les autorités vous ont intimidé ou bien ils vous ont chouchouté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On n'a pas compris. Non, il faut noter que quand on est passé à la cessation de travail dans nos différents établissements, automatiquement, les autorités ont commencé par nous décapiter. Donc, ceux qui étaient décapiter les meneurs, comment non, c'est une façon de parler. Oui, ceux qui étaient devant et qui menaient le mouvement correctement comme cela se doit, il y a beaucoup de collèges qui ont été ciblés où les tenants et aboutissants de ce mouvement-là ont été purement et simplement radiés. C'est-à-dire, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ne sont plus des aspirants. Ils ne sont plus des aspirants. Donc, le communiqué de radiation est sorti le soir de la première journée ou bien le lendemain de notre mouvement de cessation de travail. Ah, il y a beaucoup de nos camarades qui ont pris peur, qui se sont dit, ah, j'étais à la maison, j'ai trouvé un peu à faire, il ne faudrait pas que ce peu-là m'échappe encore. Il y a la majorité de nos camarades qui ont déserté le mouvement. Et quand vous êtes un leader, il faut quand même évaluer ce que vous faites. Quand vous regardez derrière, que vous vous retrouvez seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule hirondelle ne peut jamais faire le printemps, dit-on. On s'est dit, arrêtons le mouvement, faisons l'état des lieux et essayons d'aller revoir nos autorités, quand même pour leur faire comprendre que nous ne voulons pas faire du mal à ce pays-là. Nous ne voulons pas faire du mal au système éducatif, mais tout ce que nous réclamons, c'est pour le bien-être. C'est pour l'excellence, c'est pour la performance du système éducatif. Donc, c'est comme ça que beaucoup de nos camarades ont été radiés de la corporation. Ils ne sont plus aspirants aujourd'hui. Et après, vous allez constater un silence. Un silence, justement. On va revenir sur ce silence-là. Après ce mouvement que vous avez suspendu, est-ce que à un moment donné, vous êtes rapproché maintenant des autorités pour leur expliquer ce qui se passe réellement? Ou bien, du moins, est-ce que les autorités vous ont tendu la main pour dire, venez, on va encore revoir cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est passé après ce mouvement-là? Juste après la radiation de nos camarades, il y a nos autorités qui sont montées automatiquement au créneau pour désavouer cette façon de faire et pour nous renvoyer encore à notre fameux contrat de 9 mois sur 12 qui ne nous permettait pas d'aller en grève, d'aller en cessation de travail. Et ils ont été fermes là-dessus pour dire que tous ceux qui vont se hasarder encore à cesser le travail vont aussi subir le même sort que nos camarades qui ont été radiés de la corporation. Mais nous avons toujours continué, non plus avec tambour battant, mais beaucoup plus en sourdine. Dans la discrétion. Dans la discrétion, les négociations, on a commencé par frapper aux portes avec nos aînés. On a fait profil bas. Et on a commencé par désormais demander à nos autorités cette doléance-là. Que si votre enfant fait quelque chose de mal, il y a un temps pour lui tirer les oreilles, mais il y a un temps aussi pour le rappeler, pour dire, je t'ai tiré les oreilles, tu as tiré les leçons qui s'imposent, j'espère que désormais tu ne vas plus recommencer les mêmes choses. Donc, avec toutes les négociations, avec tout le travail de l'ombre qui a été fait et qui continue toujours de se faire de commun accord avec nos aînés, nous avons espoir que nos camarades seront réhabilités dans
dans leurs fonctions. Nous espérons ça fortement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la discrétion. Vous êtes allé retrouver les autorités pour essayer de plaider, si je vous comprends bien, la cause de ceux-là qui étaient radiés. Quelle est la réponse qui a été servie par l'autorité quand vous étiez allé voir ces autorités-là pour plaider la cause de ces radiés? Je préfère ne pas... Oui, ben, ces radiés nous suivent actuellement. Parce qu'il y a cette question-là où on dit, bon, voilà, il y a des radiés, mais que la FENACEPIB ne fait rien. Vous venez d'affirmer que dans la discrétion, vous menez des jeux dans les coulisses pour permettre de plaider, n'est-ce pas, la cause de ces radiés-là. Est-ce que, à défaut de nous dire concrètement ce que l'autorité a dit, est-ce qu'il y a espoir aujourd'hui que ces radiés-là vont retrouver leur poste? Je reviens encore sur mes propos pour dire, avec tout le travail de l'homme qu'on a eu à faire, avec le retour qu'on a eu de nos autorités, je pense que nous pouvons continuer d'espérer. Nous pouvons continuer d'espérer et attendons la réaction de nos autorités pour voir ce qu'ils vont faire concrètement. Parce que nous, à notre niveau, avec les négociations, on a plein espoir quand même que nos camarades seront réhabilités. Vos camarades seront réhabilités. Est-ce que la FENACEPIB a fait quoi en son temps auprès de ces radiés-là? Parce qu'entre-temps, on a vu que vous avez lancé même des cotisations pour soutenir ces radiés-là. Qu'est-ce qui a été concrètement fait à l'endroit de vos camarades qui luttaient, mais qui malheureusement sont victimes de la sanction de l'autorité? Ok. Quand le problème s'est posé, la FENACEPIB a lancé une souscription volontaire au niveau de tous les aspirants du Bénin pour dire ceux qui ont été radiés, ils ne sont pas en train de plaider leur cause de façon individuelle. Ils ont été au charbon pour nous tous, pour toute la corporation. Que le minimum que nous pouvons faire, c'est de les assister un temps soit peu, pendant cette période difficile de cessation de salaire, de coupure de tout, pour eux, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui ont répondu favorablement et nous les remercions sincèrement pour ça, mais il y a que la grande majorité n'a pas suivi. C'est un peu comme si ceux qui étaient partis lutter pour eux le faisaient pour eux seuls, pour leur chapelle seule, ou peut-être pour des causes inavouées. On n'a pas senti cet engouement spectaculaire national au niveau de tous les aspirants du Bénin. Il y a eu beaucoup qui ont fait le geste utile, mais la majorité n'a pas suivi. Et le peu de fonds que nous avons récoltés, nous avons essayé quand même d'assister nos camarades comme nous le pouvons. Ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce n'est pas ce qui est souhaitable, mais on peut nous juger sur quand même la démarche, sur l'ambition, sur la volonté, que la volonté y est, que nous sommes soucieux quand même de leurs conditions et nous avions lancé cette souscription-là qui n'a pas prospéré comme cela se devait. Et le peu qui a été quand même récolté, on a dû le répartir sur les camarades comme on le pouvait. Et cela s'est arrêté là. Et on a continué quand même de plaider leur cause pour que, je viens de le dire, pour qu'ils soient réhabilités. Alors, ça c'est une action à louer, mais on a constaté que juste après ce geste que vous venez de citer comme exemple, la fédération est totalement restée silencieuse. On ne trouve plus la fédération, le mouvement, voilà, l'installation des cellules dans les collèges tel que cela se passait, ou d'autres activités que vous meniez à l'époque, même les sorties médiatiques, tout est resté au point mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités vous ont-elles coupé les bras, c'est ça? Je peux vous dire que, et je l'ai déjà souligné tantôt, que quand vous menez un mouvement, il y a un temps pour évaluer, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Mais le temps, depuis le mois de décembre, nous sommes pratiquement en août, ça fait
pratiquement 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est juste parce que nous ne vulgarisons pas les actions que nous menons. C'est un choix délibéré qu'on a fait de quand même mûrir davantage nos réflexions, mûrir davantage nos stratégies avant de les mettre en œuvre. D'où le silence que vous avez constaté, mais ce n'était pas un silence, c'était quand même une façon de reculer pour mieux sauter. Et si je suis sur votre plateau aujourd'hui, c'est que nous avons tiré leçon de tout ce qui s'est passé et nous sommes en train de peaufiner d'autres stratégies de lutte que nous allons partager avec nos camarades de lutte et nous allons les expérimenter aussi pour voir ce que cela va donner. Et nous osons croire, par la grâce de Dieu, que avec ces nouvelles stratégies-là, que nous allons avoir gain de cause. Vous allez avoir gain de cause. Gain de cause, c'est un souhait de la fédération, de tous les aspirants du Bénin. Mais on a constaté que durant ce silence que je viens d'évoquer, dont vous venez de nous expliquer les réelles raisons, il y a qu'on constate aujourd'hui d'autres mouvements qui chapeautent des aspirants aujourd'hui qui sont également aux côtés des aînés. La fois dernière, on croyait que vous serez peut-être à côté de la CSTB qui a lancé un mouvement, mais paradoxalement, nous voyons également d'autres collectifs qui chapeautent d'autres aspirants et qui sont sur le terrain, qui réclament aujourd'hui les mêmes conditions de vie et de travail. Est-ce que cela voudra dire que au sein de la fédération, c'est divisé et qu'aujourd'hui, chacun va de son côté pour lutter? Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? On pensait que c'est uniquement la fédération qui chapeautait tous les aspirants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a également d'autres collectifs qui revendiquent les mêmes conditions de vie et de travail. OK. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits à la fédération. On nous a tassé de beaucoup de mots, mais c'est parce que les gens ne nous comprenaient pas en réalité, dans notre façon de mieux reculer pour mieux sauter, pour bien sauter. Et je voudrais nous rappeler à nous tous que aller en rang dispersé serait préjudiciable pour l'aboutissement de notre lutte commune. La seule voie qui s'offre à nous, c'est d'aller en rang serré, c'est de se donner la main pour parler d'une seule et unique voix. Sinon, avec ce que nous constatons, les autorités auront beaucoup plus de manœuvres pour faire passer d'autres choses qui seraient peut-être des pilules amères pour nous. Nous constatons comme vous aussi qu'il y a eu des sorties de certains de nos camarades qui se réclamaient quand même d'un creuset et autres. Mais quand vous observez bien, vous constatez que ce qu'ils sont en train de réclamer là, ce n'est pas différent de ce que nous sommes en train de réclamer. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Nous réclamons les mêmes choses. Peut-être que eux, à leur niveau, à leur entendement, ils se disent non, cette façon de réclamer les choses ne les agrée pas tellement. Mais nous réclamons les mêmes choses. Les meilleures conditions de vie et de travail, nous réclamons les mêmes choses. Et ces camarades-là, nous les connaissons. Est-ce que ce n'est pas l'expression d'une déception au sein de ces camarades dont vous parlez? Parce qu'à un moment donné, on vous tasse même d'être en quelque sorte nonchalant, vous n'êtes pas actif sur le terrain et que vous restez beaucoup silencieux sur le terrain, vous n'êtes pas trop actif. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous désavouer, pour montrer que vous ne faites pas correctement votre travail? Avec les retours que nous avons, je peux vous assurer que tous ces camarades-là nous appellent. C'est-à-dire les camarades qui sont en train de créer aujourd'hui des collectifs. Ils nous appellent pour nous dire, mais qu'est-ce que nous allons faire? Je viens de vous rappeler tout à l'heure que nous avons lancé un mouvement
qu'on ne se leurre pas, qui a échoué. Quand vous avez lancé un mouvement qui a échoué, vous rentrez dans un couvent carrément, vous réfléchissez et vous sortez de nouvelles idées, de nouvelles stratégies pour mieux faire entendre votre voix auprès des autorités. C'est l'idéal, ça. Et c'est ce qui a justifié, et c'est ce qui justifie le silence qu'on peut constater de l'extérieur de la fédération, parce que nous n'avons pas voulu, quand même, à la suite du débat qu'on a connu, on n'a pas voulu continuer de vulgariser nos actions. Donc, on s'est dit, reculons pour mieux sauter. Et c'est ce qui a justifié tout ce silence-là. Mais si je suis aujourd'hui sur votre plateau, c'est que nous avons rompu avec le silence. Et on s'est dit, c'est le moment maintenant de commencer par faire sortir nos pions tout doucement pour voir ce que ça va donner. Il y a des rumeurs, sinon que même certains journaux ont confirmé entre-temps que le ministre de l'enseignement secondaire a même dit que l'histoire de 12 mois sur 12 que vous revendiquez tant est chose acquise et que désormais il n'y a plus souci à cela. Ça a fait qu'on a constaté de l'euphorie au sein des aspirants. Nous sommes en juin, même des journaux sur la place ont relayé cette information. Mais plus tard, on a constaté que le ministre du Développement du Plan, Abdoulaye Biotchane, est revenu pour dire qu'en réalité, que c'est toujours en table de discussion et que ce n'est pas encore totalement prêt, ce repas que vous êtes en train de réclamer. C'est chapeauté plus tard par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwedji, récemment dans le septentrion, précisément à Parakou, qui a confirmé ce que Abdoulaye Biotchane. Comment vous avez accueilli ces différentes versions-là? D'abord, celle du ministre de l'enseignement secondaire et en plus celle, n'est-ce pas, du ministre du Développement du Plan, chapeauté par le porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous ai dit que nous avons toujours prêté bonne foi à nos autorités pour dire elles le feront, elles le feront, elles le feront. Elles feront quoi? Satisfaire à nos revendications. Nous avons tout le temps été nourris au biberon de promesses. Vous aurez ci, vous aurez ça, vous aurez ci, vous aurez ça. Et pour ceux qui m'ont approché, juste après la sortie de notre ministre de tutelle, que je salue au passage, je leur ai dit, wait and see, c'est les Anglais qui disent ça. Aujourd'hui, si vous questionnez un AME pour lui poser la question de savoir s'il aura 12 mois sur 12, vous allez recueillir sa réponse. Tous les AME aujourd'hui au Bénin sont devenus des Saint Thomas. Qu'est-ce que j'entends par Saint Thomas? Si nous ne voyons pas, là où nous sommes maintenant là, si nous ne voyons pas, nous n'allons plus croire. Parce que on nous a tellement fait de promesses. Et vous avez rappelé vous-même que ce qui semblerait être un acquis, subitement, est devenu quelque chose de discussion. On continue toujours les discussions, mais il y a un temps pour discuter et il y a un temps pour prendre les décisions. Nous attendons les décisions et c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Nous allons voir si à la rentrée, qui va commencer le 20 septembre prochain, le 19. Le 19 septembre prochain, si les aspirants auront un contrat de 12 sur 12, et nous allons revenir ici sur votre plateau pour vous dire que effectivement nos cris de détresse ont été entendus par nos autorités et que les aspirants ont désormais un contrat de 12 sur 12. Si tel n'est pas le cas,
on reviendra encore vous dire. Les aspirants continuent de souffrir. Mais aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de rompre en quelque sorte le silence de quelques périodes. Qu'est-ce que vous allez faire désormais concrètement pour permettre aux autorités de vous entendre aujourd'hui? Ou si vous voulez, si je dois encore reformuler la question, quelles sont les démarches que vous êtes en train de mener actuellement après tant de promesses qui sont restées non tenues? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? Ou qu'est-ce que vous projetez faire les semaines à venir, à quelques jours de la rentrée scolaire qui s'annonce déjà, où on a même demandé aux aspirants de confirmer leur disponibilité pour la rentrée prochaine? Je pense que non, vous me permettrez quand même, monsieur le journaliste, de ne pas dévoiler sur ce plateau ce que nous projetons faire. Mais vous allez voir ce que nous allons faire. Et ce serait pour le bonheur de nous tous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est toujours se rapprocher de nos autorités avec la politesse qu'il faut, avec le statut qu'il faut, pour essayer de leur faire toucher du doigt que ce que nous sommes en train de revendiquer là, c'est pour le bonheur de ce pays-là et non pas pour le bonheur d'une corporation. Parce qu'il s'agit de l'enseignement. Donc, les jours à venir, les semaines à venir, vous allez nous voir à l'œuvre et vous allez apprécier vous-même les démarches que nous allons mener sur le terrain, toujours dans la politesse, pour que désormais, ce que nous sommes en train de revendiquer là, même si on n'arrive pas à obtenir tout, il faudrait qu'on puisse obtenir des points capitaux. Il y a des points qui sont qualifiés de points capitaux. Quels sont ces points-là? C'est le moment de nous dire ces points notamment. Ok, je vais embrayer sur les points de revendication qui constituent des points capitaux pour nous. Le premier point, c'est de nous faire signer un contrat de 12 sur 12 avec les avantages y afférents. Le second point, ce n'est même pas des points 1, 2, 3, on va dire, les points se valent. Le deuxième, c'est de diminuer le quota horaire. Parce que quoi? Il y a un arrêté qui est en vigueur, qui n'a toujours pas été abrogé. L'arrêté de 2019. L'arrêté 069 du 19 novembre 2019, qui fixe clairement le quota horaire selon votre diplôme. Et ça n'excède pas 22 heures. Avec les animations pédagogiques. À défaut d'aller en dessous de 20h, 22h, nous demandons à nos autorités de revenir quand même à l'application de cet arrêté qui n'a toujours pas été abrogé. Ce serait un pas quand même significatif pour nous. Troisième point, c'est de revoir nos rémunérations à la hausse. Parce que ce qu'on nous paye à la fin de chaque mois, avec l'inflation galopante que nous connaissons, que nous subissons de nos jours, vous ne pouvez pas vivre correctement comme cela se doit si on est payé à ce taux-là. Et une autre revendication qui est primordiale aussi pour nous, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que nous allons demeurer aspirants toute notre vie? Le système d'aspiranat va prendre fin quand? Nous allons inviter nos autorités à se prononcer sur ces points-là qui constituent des points majeurs pour ce pays-là. Parce que nous constituons près de 80%, je dis 90% du corps enseignant au Bénin, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Il faudrait qu'on puisse se poser la question de savoir, est-ce que ceux-là, ces aspirants-là, est-ce qu'ils vont demeurer aspirants toute leur vie? L'aspiranat va prendre fin quand? L'État va recruter quand? Pour que nous puissions sortir de cette précarité-là, qui ne dit pas son nom. Monsieur Amou Gadegbe, vous êtes secrétaire
aux négociations au sein de la FENACEPIB, cette fédération qui chapeaute les aspirants du Bénin. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Free Speech. Quel mot de fin vous avez à lancer aux autorités? Vous pouvez même regarder dans la caméra pour vous adresser aux autorités. Mon mot de fin serait un cri de détresse. Mon mot de fin serait une grande doléance que je lance, que nous lançons tous les aspirants du Bénin, du primaire comme du secondaire. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, de donner des instructions comme il en a l'habitude à ses ministres qui sont en charge du système éducatif, à son ministre des Finances, au ministre du Plan, pour que, à la rentrée, qu'on puisse effectivement faire signer un contrat de 12 sur 12 aux apprenants, qu'on puisse diminuer le quota horaire aux aspirants, qu'on puisse améliorer, augmenter les rémunérations actuelles des aspirants. Et quand nous disons ça, c'est pour rester en phase avec ce qu'il est toujours en train de faire, continue toujours de faire à la tête de ce pays-là. C'est l'excellence, c'est la performance, c'est l'efficacité. Quand je vois la gouvernance de Talon, je prends ces trois mots-là, la performance, l'excellence, l'efficacité. Et pour que nous puissions retrouver ces trois éléments, cette trilogie au sein du système éducatif, il faudrait que vraiment ce que je viens de dire, ces points que je viens de citer tout à l'heure, soient une réalité pour les aspirants qui vont le porter en triomphe comme lui-même a toujours souhaité. En 2026, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Amougadegbe. Je rappelle que vous êtes secrétaire aux négociations au sein de la FENACEPIB, entendez, Fédération nationale du collectif des enseignants préinsérés du Bénin. Une fois encore, merci d'avoir honoré cette invitation. Certainement, lorsque les conditions seront meilleures, vous nous aviez promis, vous allez encore revenir ici pour féliciter le gouvernement dont vous venez de faire la plaidoirie pour une rentrée apaisée, notamment au sein de votre corporation. Une fois encore, merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, nous vous disons également merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à nos programmes sur Free Speech. Merci également à toute l'équipe de la réalisation et à toute l'équipe de production de cette émission. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt. Restez-nous fidèles.